Chapitre 1. Le client de Whitehall. C'est avec une certaine tendresse, teintée de la mélancolie que seul le passage des années peut transmettre, que je repense à mes nombreuses aventures avec M. Sherlock Holmes. Notre salon du 221B Baker Street, perpétuellement enveloppé de fumée de tabac et jonché des curieux débris de ses investigations, reste dans ma mémoire un havre de bouillonnement intellectuel au milieu du brouillard léthargique de Londres. C'est lors d'un de ces soirs, à la fin de l'automne 1890, qu'une affaire se présenta qui allait mettre à rude épreuve les facultés extraordinaires de mon ami. Une affaire qui commença non pas par un fracas, mais par un murmure et un parfum de peur. La pluie tombait en une bruine constante et lugubre, striant les vitres et transformant la rue éclairée au gaz en un panorama chatoyant de lumière floue et d'ombres changeantes. J'avais rapproché ma chaise du feu, tentant de me plonger dans une revue médicale, tandis que Holmes était allongé sur le canapé, les yeux clos, ses longs doigts nerveux repliés sous son menton. Un violon était laissé à l'abandon à proximité. Depuis 1 heure, il était plongé dans un état d'inertie profonde, signe évident pour moi qu'il luttait contre l'ennui qui le rongeait si souvent entre deux enquêtes. Le crime est monnaie courante. L'existence est monnaie courante, remarqua-t-il soudain, sa voix brisant le silence confortable. Plus d'esprit, Watson, plus d'audace. L'esprit criminel a sombré dans une médiocrité déplorable. Les Londoniens peuvent remercier leur bonne étoile pour cette médiocrité, répondis-je en baissant mon journal. Pour ma part, je n'ai aucune envie de rencontrer un autre professeur Moriarty. Un adversaire singulier, murmura-t-il, une lueur de vie dans ses yeux gris. Le Napoléon du crime. Depuis sa disparition, le champ libre est laissé aux fantassins. Les arrestations de l'estrade sont un monument à l'évidence. Il soupira et reprit le silence. C'est à ce moment précis que la sonnette de notre porte d'entrée retentit avec un tintement aigu et pressant. Nous entendîmes les pas de Madame Hudson dans le couloir, un échange murmuré, puis un pas plus lourd et plus rapide dans l'escalier. Holmes ne bougea pas, mais ses yeux étaient désormais grands ouverts, brillant d'un intérêt froid et prédateur. « Un homme du gouvernement, Watson, » murmura-t-il. « Un fonctionnaire de rang intermédiaire, mais en position de confiance. Et il est terrifié. » Avant que je puisse remettre en question cette déclaration, on frappa à notre porte. Madame Hudson entra en annonçant « Monsieur Alistair Finch, Monsieur Holmes ». Elle se retira, et l'homme qui entra dans la pièce sembla en absorber toute la chaleur. Monsieur Alistair Finch était un homme d'une quarantaine d'années, au teint pâle et prudent, celui qui passe sa vie à l'intérieur, sous la lumière, artificielle. Ses vêtements, un costume noir bien coupé mais sobre, le distinguaient de son rang de fonctionnaire, tout comme ses manières précises, presque pointilleuses. Mais c'étaient ses yeux qui me captivaient. Ils étaient grands ouverts, perçants, emplis d'une terreur qui semblait émaner du plus profond de son être. Sa main serrant son chapeau tremblait violemment. « Monsieur Holmes, » commença-t-il d'une voix sèche et rauque, « je reviens du ministère des Affaires étrangères. Mon supérieur, Sir Hugh Claymore, m'a suggéré de vous consulter. Il a dit que si quelqu'un à Londres pouvait comprendre tout cela, c'était bien vous. » Il parlait comme un homme s'accrochant à un ultime espoir. « Veuillez vous asseoir, monsieur Finch, » dit Holmes en balançant ses jambes hors du canapé et en adoptant sa pose habituelle, coude sur les genoux, sur sa chaise. « Reprenez votre calme et dites-moi ce qui a tant perturbé un fonctionnaire du gouvernement de Sa Majesté. Et commencez par le commencement, je vous prie. N'omettez aucun détail, aussi insignifiant soit-il. » Finch s'affala dans le fauteuil en osier que je lui tendais et accepta un verre de cognac que je lui servis. L'alcool sembla calmer quelque peu ses nerfs. « Mon domaine, c'est l'archivage, monsieur Holmes, » commença-t-il. « La conservation et le catalogage de certains documents sensibles. Ma vie est une routine. Je me lève à 7 heures. Je prends le même omnibus depuis Chelsea et je suis à mon bureau à Whitehall à 8h30.
Je déjeune à 13 heures et je pars à 6 heures. C'est une vie tranquille et ordonnée. Jusqu'à il y a 3 jours, déclara Holmes plutôt que de demander. Finch sursauta. Comment pouvais-tu savoir? Le tremblement de votre main n'est pas chronique. Il est aigu, provoqué par un choc récent. La boue sur votre pantalon provient du quai de Chelsea, mais elle n'a pas été emportée par la pluie, ce qui indique qu'elle a été contractée après votre départ de chez vous ce matin. Vous vous dépêchez donc depuis plusieurs jours, agité, sans vous soucier de votre apparence. Poursuivez. Une expression de crainte mêlée de soulagement passa sur le visage de Finch. Oui. Il y a 3 jours. En arrivant à mon bureau, j'ai découvert que mon registre personnel, un carnet banal où je prends des notes privées, des penses bêtes, rien de officiel, n'était plus là où je l'avais laissé. Je n'y ai pas prêté attention, pensant l'avoir égaré. Mais ce soir-là, alors que je rentrais chez moi le long du quai, un homme a surgi du brouillard. Il était sans trait, une ombre. Il n'a pas parlé. Il a simplement glissé le livre dans mes mains et s'est fondu dans la brume. Un incident curieux, mais pas vraiment terrifiant, ai-je observé. « Vous ne comprenez pas, docteur, » dit Finch, sa voix se réduisant à un murmure horrifié. Le livre a été rendu, mais il a été modifié. Sur une page, vers le milieu, une seule ligne avait été ajoutée, d'une écriture qui était une réplique parfaite et effrayante de la mienne. Il se pencha en avant, le regard désespéré. On pouvait y lire « Je sais ce que tu as fait. Le souffle dans l'ombre voit tout. » L'expression de Holmes était devenue intensément acerbe. « Et avez-vous fait quelque chose, monsieur Finch? Quelque chose qui pourrait justifier un tel message? »« Rien !» s'écria l'homme, une pointe d'hystérie dans la voix. « Je suis commis. » Ma vie est d'une monotonie absolue. Je n'ai ni secret, ni ennemi. Mais ce n'est pas le pire. Hier soir, je l'ai vu. J'ai vu quoi? Ai-je demandé. L'ombre. Devant ma fenêtre, une silhouette grande et mince, debout dans le jardin, observant. Je me suis précipité en bas avec mon pistolet, mais il n'y avait rien. Rien du tout. Seulement, il hésita, frissonnant. Seulement quoi? La voix de Holmes était comme un scalpel, précise et insistante. Seulement l'odeur, monsieur Holmes. Une odeur étrange, nauséabonde, flottant dans l'air humide. C'était doux, mais putride, comme des fleurs laissées à pourrir dans un cercueil scellé. Un silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par le crépitement du feu et le claquement incessant de la pluie contre la fenêtre. Holmes resta parfaitement immobile, le regard fixé au loin, chaque fibre de son être concentrée sur le problème. « Le souffle dans l'ombre », murmura-t-il doucement. Il reporte son regard perçant sur notre client tremblant. « Vous avez bien fait de venir me voir, monsieur Finch. C'est une affaire de la plus haute importance. Watson, nous rendrons visite à l'inspecteur Lestrade à Scotland Yard dès demain matin. Monsieur Finch, vous vaquerez à vos occupations habituelles. Ne changez rien à votre routine. Ne montrez aucun signe de peur. Vous n'êtes plus qu'un fil dans une toile, et nous devons découvrir quelle araignée se cache au centre. » Après avoir assuré l'homme de notre aide et l'avoir vu, quelque peu calmé dans un fiacre, je suis revenu pour trouver Holmes debout à la fenêtre, regardant le véhicule disparaître dans l'obscurité. « Eh bien, Watson, » dit-il sans se retourner, « que pensez-vous de notre visiteur spectral et de son parfum? On dirait l'œuvre d'un fou, ai-je osé dire, une persécution cruelle et insensée. Non, non, réprimanda-t-il doucement. Il n'y a rien d'absurde ici. Chaque détail est délibéré. Le livre remplacé, l'écriture manuscrite imitée, l'aspect théâtral, l'odeur. C'est une performance, Watson, conçue pour un seul spectateur, Monsieur Alistair Finch. Mais dans quel but? Telle est la question. Il se retourna et je vis dans ses yeux la lueur familière de la chasse. Le jeu, je le crains, est bien plus dangereux que notre client ne le pense. Et c'est un jeu vraiment dangereux. Chapitre 2. Une leçon sur l'évidence.
Le lendemain matin, le temps était gris et humide, prolongement de l'ambiance sombre de la nuit précédente. Je trouvai Holmes déjà à la table du petit déjeuner, penché sur une lame de microscope sur laquelle reposait une fibre noire et grossière. « Un souvenir du pantalon de notre client, Watson », annonça-t-il sans lever les yeux. « Acquis, sans doute, lors de sa course effrénée le long du quai de Chelsea. C'est de la laine, mais d'une variété particulièrement grossière, peu utilisée pour les tenues masculines, plus adaptée au caban d'un marin ou au juste-au-corps d'un docker. Un curieux compagnon pour un employé de Whitehall. « Vous pensez qu'il a été suivi ?» demandai-je en me servant du kedgeree. « Je ne soupçonne rien. J'observe. Et l'observation est que M. Finch, dans son état d'agitation, est entré en contact avec quelqu'un, ou quelque chose, qui a laissé une trace. Maintenant, si vous avez terminé, la partie vous attend. Lestrade nous attend. » Le trajet en taxi jusqu'à Scotland Yard se déroula en silence. Holmes resta plongé dans ses pensées, son regard perçant ne perdant rien. La façon dont un vendeur de journaux tenait ses journaux, la démarche d'un agent pressé, le subtil changement d'architecture, alors que nous passions de l'agitation commerciale de Baker Street à l'imposante gravité bureaucratique de Whitehall. Il s'imprégnait de la ville, lisant ses innombrables panneaux comme un autre homme lirait un journal. Nous avons trouvé l'inspecteur Lestrade dans son bureau exigu, une pièce qui sentait la laine humide et le tabac bon marché. Le petit détective leva les yeux de ses papiers, ses traits de furet se crispant sous un mélange de respect et de méfiance à la vue de mon compagnon. « Monsieur Holmes. »« Docteur, » dit-il en désignant 2 chaises en bois inconfortables. « À quoi me vaut ce plaisir ? Pas une autre plainte concernant les méthodes de la division de Baker Street, j'espère. » « Rien de tel, inspecteur, » répondit Holmes en s'asseyant. « Nous sommes ici pour une affaire qui pourrait, ou non, relever de votre compétence. Elle concerne un certain monsieur Alistair Finch, du ministère des Affaires étrangères. » Lestrade haussa les sourcils. « Finch, l'archiviste ? Qu'a-t-il fait ? » « Il s'agit plutôt de savoir ce qu'on lui a fait. » Holmes raconta l'histoire du registre égaré, du retour mystérieux, du message glaçant et de la visite spectrale. Lestrade écouta, son scepticisme initial cédant peu à peu la place à une profonde perplexité. « Une farce, monsieur Holmes, » déclara-t-il une fois le récit terminé. « Une farce sacrément cruelle, je vous l'accorde, mais une farce quand même. Un collègue greffier rancunier peut-être, quelqu'un imitant sa main pour l'effrayer. L'ombre n'était probablement que cela, une ombre. Et quant à l'odeur, eh bien Londres regorge d'odeurs, la plupart nauséabondes. Celui-ci a été spécifiquement noté comme étant sucré, mais putride, rétorqua Holmes, comme des fleurs pourries. Cela vous évoque-t-il un simple gaz d'égout ou un déchet ordinaire, inspecteur ? Lestrade se tortilla, mal à l'aise. Cela suggère une imagination débordante, monsieur. Cet homme est clairement effrayé. Il interprète les événements ordinaires à travers le prisme de la peur. J'ai déjà vu ça. En effet. Et vous vous êtes souvent trompé. Le ton de Holmes n'était pas méchant, simplement factuel. J'aimerais voir le quai où la rencontre a eu lieu, et j'aimerais que vous nous accompagniez. Flatté malgré lui et toujours plein d'espoir de partager le mérite d'un des succès de Holmes, Lestrade accepta. Nous prîmes un véhicule à 4 roues pour Chelsea, descendant près du tronçon de quai où Finch faisait son trajet quotidien. C'était un endroit désolé, balayé par le vent, la Tamise tel un serpent gris-brun et paresseux sous un ciel plombé. La rive opposée était enveloppée de brume, et les bruits de la ville y étaient assourdis, remplacés par le cri des mouettes et le clapotis de l'eau contre les murs de pierre. « Maintenant, monsieur Holmes, » dit Lestrade en tapant du pied pour lutter contre le froid. Un homme surgit du brouillard, lui tend un livre et disparaît. Ça aurait pu arriver n'importe où par ici. Il y a une 12aine de ruelles et de marches qu'il aurait pu emprunter. On ne trouvera rien. Holmes ne répondit pas. Il s'était agenouillé, le nez à quelques centimètres du trottoir mouillé, et rampait lentement le long du mur, son objectif à la main. Il se déplaçait avec l'intensité concentrée d'un chien de chasse bien élevé sur sa piste. Les passants le fixaient, et Lestrade rougit de gêne. « Vraiment, Holmes, c'est vraiment indigne.
murmurai-je. Le chemin de la vérité est souvent celui-là, Watson, répondit-il sans se déconcentrer. Il s'arrêta à un endroit où le mur de pierre était ébréché et taché d'un résidu huileux et sombre. Ah, c'est singulier. Il gratta la tache avec la lame de son canif, transférant une infime quantité de substance dans une petite fiole en verre. Il renifla ensuite délicatement la lame. Une expression étrange et intense passa sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lestrade, sa curiosité professionnelle prenant le dessus sur son malaise. « C'est la confirmation, inspecteur, que l'imagination de notre client n'est pas, en réalité, débordante. » Holmes lui tendit le couteau. L'odorat. Lestrade et moi nous sommes penchés prudemment. L'odeur était là. Une légère odeur écœurante et indéniablement désagréable. Douce mais profondément corrompue. Le parfum de fleurs laissé à pourrir dans un cercueil scellé. « Mon Dieu !» m'exclamai-je. « C'est réel. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda Lestrade déconcerté. « Cela reste à voir, » dit Holmes en scellant la fiole et en la rangeant dans sa poche. « Mais c'est un indice tangible. Notre visiteur s'est appuyé contre cet endroit précis, attendant M. Finch. Il a laissé une trace de lui-même. Un homme peut être un fantôme dans le brouillard, inspecteur, mais il ne peut échapper aux lois du contact physique. » Il se redressa de toute sa hauteur, scrutant les environs du regard. Le choix du lieu est également révélateur. Il aurait pu interpeller Finch dans une rue plus fréquentée. Il a choisi cet endroit, pour sa théâtralité, pour son isolement. C'était une performance, comme je l'ai dit à Watson, conçue pour maximiser la terreur. Mais dans quel but ? Pourquoi terroriser un humble archiviste ? Peut-être qu'il a quelque chose que quelqu'un désire, s'aventura Lestrade, désormais pleinement absorbé. Un secret dans ses archives. Une possibilité qui m'était venue à l'esprit, dit Holmes. Mais si c'est le cas, pourquoi cette pantomime élaborée ? Pourquoi ne pas simplement cambrioler son bureau ou le menacer directement ? Non, c'est plus subtil, c'est psychologique. Il s'agit du souffle dans l'ombre. Il s'agit d'être vu, connu et accusé par une force invisible. Il se tourna vers Lestrade. « Inspecteur, je vous demande de mener une enquête discrète. Je veux savoir s'il y a eu d'autres incidents de cette nature, messages étranges, apparitions spectrales, cette odeur particulière, quelque part à Londres, mais en particulier en lien avec les bureaux du gouvernement. Parlez-en à vos collègues de la division A. Et faites-le discrètement. Nous ne souhaitons pas alerter notre cible. » Lestrade, désormais complice consentant, hocha la tête. « Et vous, monsieur Holmes ? » ?»« Watson et moi irons au ministère des Affaires étrangères. Je souhaite visiter personnellement le domaine de monsieur Finch, et je souhaite m'entretenir discrètement avec son supérieur, l'homme qui a recommandé nos services, Sir Hugh Claymore. » Alors que nous retournions vers le taxi qui nous attendait, laissant Lestrade pensif sur le quai, j'éprouvais un frisson d'impatience familier. Le décor était planté. Les acteurs prenaient de place. L'énergie de Holmes était électrique, son esprit déjà en mouvement, reliant des fils invisibles à mes yeux. « Les archives, Holmes ?» demandai-je. « Tu crois que la réponse s'y trouve ? » « La clé de la peur de chacun réside dans sa propre histoire, Watson, » dit-il, le regard fixé sur les imposants bâtiments de Whitehall qui se dressaient devant nous. Et l'histoire d'un fonctionnaire est écrite à l'encre et classée pour l'éternité. Il nous faut simplement trouver la bonne page. Il sourit, l'air sec et aigre. Et j'espère, cher docteur, qu'elle n'a pas déjà été altérée. Chapitre 3. Les archives. Poussiéreuse du pouvoir. Le ministère des Affaires étrangères était un véritable palais bureaucratique, un vaste édifice de pierre de Portland sombre, qui semblait absorber la faible lumière du jour plutôt que de la refléter. Ses couloirs étaient silencieux, l'air chargé d'une odeur de cire d'abeille, de vieux papiers, et du poids silencieux et imposant des secrets d'État. Nous fûmes accueillis par un jeune sous-secrétaire d'État à l'air sévère qui, au nom de Holmes, nous conduisit avec une efficacité silencieuse au bureau de Sir Hugh Claymore. Sir Hugh était un homme qui incarnait parfaitement son environnement. Grand,
grisonnant et impeccablement ordonné. Son bureau était spartiate, avec un grand bureau en acajou, 2 chaises droites pour les visiteurs et un unique tableau de la reine. Aucun papier n'était visible. Il se leva à notre entrée, nous offrant une poignée de main ferme et sèche. « Monsieur Holmes, Docteur Watson, dit-il d'une voix grave et posée, Alistair Finch m'a informé qu'il vous consulterait. Je suis soulagé. C'est un homme précieux, Finch, méticuleux, fiable. Cette affection ne lui ressemble pas du tout. Croyez-vous que ce soit une affliction, Sir Hugh ? Demanda Holmes en prenant l'une des chaises offertes et en parcourant la pièce d'un œil vif et perçant. Quoi d'autre ? Répondit le chevalier en croisant les doigts. Cet homme souffre visiblement d'une forte tension nerveuse. Vision, fantôme, c'est regrettable. Ce travail exige une main sûre et un esprit encore plus stable. Il a mentionné que vous aviez suggéré nos services. Oui, j'ai suivi certaines de vos affaires les plus célèbres, monsieur Holmes. Vos méthodes sont peu orthodoxes, mais vos résultats sont indéniables. Si quelqu'un peut déterminer si les terreurs de Finch ont une cause profonde, au-delà d'une imagination débridée, c'est bien vous. Le bon fonctionnement de ce service est ma principale préoccupation. Son ton était calme et pragmatique. Il ne manifestait aucune inquiétude personnelle pour Finch, seulement un intérêt professionnel pour le bon fonctionnement de sa machine. « Alors vous nous autorisez à examiner l'espace de travail de M. Finch ?» demanda Holmes. « Bien sûr. J'ai déjà donné des instructions pour que vous puissiez accéder à toutes les facilités. » Il sonna une petite cloche sur son bureau, et le jeune homme sévère réapparut. « Peters, conduisez M. Holmes et le docteur Watson aux archives. Accordez-leur l'accès au bureau de M. Finch et à ses registres. » Nous fûmes conduits plus profondément dans le bâtiment, par un escalier étroit, jusqu'à une pièce caverneuse, sans fenêtre, éclairée par des ampoules électriques qui bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes. L'air y était plus frais, empreint d'un profond silence poussiéreux séculaire. D'interminables rangées d'étagères en chêne sombre s'étendaient dans l'obscurité, chargées de boîtes, de dossiers et de registres reliés en cuir. C'était une catacombe d'informations, un labyrinthe de décisions oubliées et de secrets enfouis. Le bureau d'Alistair Finch était un îlot d'ordre dans cette mer de papier. Il se trouvait au bout d'une allée, sa surface soigneusement rangée, avec un buvard, un encrier, un porte-plume et une pile de dossiers en attente d'attention. L'homme lui-même n'était pas là. Peters nous informa qu'il s'occupait d'une affaire à l'étage. Un euphémisme, je suppose, pour désigner notre absence pendant notre enquête. Holmes s'abattit sur le bureau tel un rapace. Il ne fouilla pas immédiatement les tiroirs. Il resta immobile, absorbé par la scène. Il nota l'angle précis de la chaise, l'usure du tapis en dessous, la légère empreinte sur le buvard où la main de Finch reposait. « Observez, Watson, » murmura-t-il, sa voix troublant à peine le silence poussiéreux. « Notre client est un homme d'habitude. Le tiroir de gauche est légèrement plus usé à force d'être ouvert. C'est probablement là qu'il range ses effets personnels. Les dossiers de droite sont officiels, classés selon un système de numérotation. Mais ici, il désigna un petit tiroir verrouillé au centre du bureau. C'est celui-ci qui est intéressant. Il est plus récent, sa serrure est moins usée. Un ajout récent à sa routine ? Il sortit de sa poche un ensemble d'outils de qualité et, avec une habileté qui témoignait d'une longue pratique, crocheta la serrure en quelques instants. Le tiroir s'ouvrit sans bruit. Il ne contenait qu'un seul objet, un petit carnet noir relié en tissu. Holmes le sortit avec précaution. « Ce n'est pas son registre officiel, » murmura-t-il. « C'est le livre de lieux communs privés dont il a parlé, celui qui lui a été rendu. » Il l'ouvrit. Les pages étaient remplies de l'écriture soignée et précise de Finch. Liste, mémo, pense-bête. Holmes feuilleta lentement le carnet vers le milieu. Et voilà, une seule ligne, insérée entre un mot pour acheter de la cire à cacheter et un rappel de l'anniversaire de sa sœur. « Je sais ce que tu as fait. Le souffle dans l'ombre voit tout. » Je me penchai.
un frisson me parcourant l'échine. Voir ces mots ici, dans cette pièce silencieuse, semblable à un tombeau, leur donnait un poids palpable et sinistre. Holmes examina l'écriture avec sa loupe, le visage empreint de concentration. « Une superbe contrefaçon », murmura-t-il au bout d'une minute. « La main est presque parfaite. La pression, l'inclinaison, l'espacement, tout est reproduit avec minutie. Mais presque n'est pas parfait. Il y a une légère hésitation dans la barre transversale du T, un tremblement microscopique absent de la main naturelle de Finch. C'est un maître, Watson, un homme qui a étudié notre client en profondeur. » Il referma le livre et le remit exactement comme il l'avait trouvé, revissant le tiroir. Il entreprit ensuite un examen méticuleux des alentours du bureau, s'agenouillant pour examiner le sol et caressant les étagères de ses doigts. « Que cherchons-nous, Holmes ?» demandai-je. « Pour un fantôme, docteur. Pour un homme capable d'entrer dans un bâtiment gouvernemental sécurisé, de localiser un bureau précis, d'ouvrir un tiroir verrouillé, d'en retirer un livre et de le rendre plus tard. Tout cela sans être vu. » Ses yeux brillaient à la lumière électrique. Un tel homme devrait être familier. Il s'arrêta brusquement, son attention attirée par un espace entre deux étagères derrière le bureau de Finch. C'était un espace étroit, d'à peine plus de 30 centimètres de large, utilisé pour ranger de longues cartes enroulées dans des boîtes cylindriques. Holmes glissa la main dans l'espace, son bras disparaissant jusqu'à l'épaule. Lorsqu'il le retira, ses doigts n'étaient pas vides. Entre son index et son pouce se trouvait un pétale séché. Brun et cassant, il avait été blanc autrefois. Un pétale de lys. Il le porta à son nez et inspira profondément. Puis il me le tendit. L'odeur était faible, mais reconnaissable. Cette même odeur douce, écœurante et corrompue. Le souffle dans l'ombre. « Il était là, Watson », dit Holmes d'une voix basse et tendue par l'excitation. Notre visiteur spectral n'a pas eu besoin de contourner la sécurité. Il était déjà à l'intérieur. Il s'est caché ici, dans cette anfractuosité obscure, attendant que la pièce se vide. Il aurait pu observer Finch pendant des heures. Il a laissé une carte de visite. Il scella soigneusement le pétale dans une enveloppe provenant du bureau de Finch. Notre fantôme n'est pas un esprit, c'est un homme de chair et de sang, un homme au côté théâtral morbide, associé aux fleurs en décomposition. Nous avons quitté les archives, le sévère M. Peters nous raccompagnant avec la même efficacité silencieuse. En ressortant dans la rue animée, les bruits habituels de Londres nous ont semblé d'une intensité discordante après le silence de la salle. « Alors, Holmes ?» demandai-je tandis que nous hélions un taxi. « Quelle est la prochaine étape ?» « La prochaine étape, mon cher Watson, est de comprendre le message lui-même, » répondit-il, le regard perdu dans le vide. « Qu'a donc fait Alistair Finch ? Nous devons fouiller son passé et découvrir la signification de ce bouquet macabre, car si je ne me trompe, les pétales d'un lys ne sont pas les seules choses à avoir été abandonnées à l'abandon. Il y a un fléau au cœur de cette affaire, et nous commençons à peine à le sentir. Chapitre 4. Le gardien du frère. Le taxi roulait péniblement à travers les rues de plus en plus familières en direction de Chelsea, la bruine précédente s'étant transformée en une brume grise et persistante. Holmes restait assis, en silence, le menton enfoncé sur sa poitrine, les yeux clos. Je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre ses méditations. Il examinait les rares preuves, les réorganisait, cherchant le motif caché dans ce chaos. Le ministère des Affaires étrangères a révélé une vérité plus que toute autre. « Watson », dit-il soudain, les yeux toujours fermés. « Notre cible est un initié. Il connaît les rouages, l'agencement, les failles de cette forteresse administrative. Il s'y déplace en toute impunité. Par conséquent, notre enquête doit maintenant se tourner vers l'extérieur, vers l'homme lui-même. Qui est Alistair Finch, au-delà de sa fonction de rouage de la grande machine gouvernementale? Notre destination n'était pas la résidence de Finch, mais une villa modeste et bien entretenue,
située à quelques rues de là, appartenant à son jeune frère, Edmund Finch. Holmes avait déduit son existence et son adresse d'une photographie encadrée sur le bureau d'Alistair, montrant deux hommes partageant la même silhouette étroite et le même regard inquiet, se tenant devant cette même maison. Edmund Finch était un homme d'une trempe similaire à celle de son frère, même si le tissu semblait un peu moins tendu. Là où Alistair était pâle et tremblant, Edmund avait le teint plus sain d'un homme qui passait du temps dehors, et sa poignée de main était ferme. Ingénieur de formation, nous dit-il, nous introduisant dans un salon confortable qui évoquait une vie pratique et sans prétention. Alistair, dit-il, le visage s'assombrissant d'inquiétude lorsque Holmes lui expliqua notre objectif. Oui, il a été perturbé ces derniers temps. Nerveux. Je mets ça sur le compte du surmenage. Ce satané bureau le vide. Mais des fantômes, des messages, c'est bien plus grave. Il s'affala sur une chaise et se passa la main dans les cheveux. Comment puis-je vous aider ? Nous devons comprendre le passé de votre frère, dit Holmes doucement. Son caractère. Le message qu'il a reçu l'accusait d'avoir fait quelque chose. Pouvez-vous imaginer une action dans son passé, un secret, une erreur, une dispute, qui aurait pu inspirer une campagne aussi vengeresse ? Edmund Finch rit, mais d'un rire creux et inquiet. Alistair ? Grand Dieu, non. Mon frère est l'homme le plus collé-monté de Londres. Il lit des textes théologiques pour le plaisir, monsieur Holmes. Il n'a jamais misé un seul centime sur une course de chevaux. Sa vie est faite de devoirs discrets et d'une profonde monotonie. L'idée même qu'il ait un sombre secret est risible. Pourtant, quelqu'un pense le contraire, insista Holmes. Réfléchissez, monsieur Finch. Ce n'est pas forcément un crime. Un affront peut-être ? Une rivalité professionnelle ? Une affaire de cœur ? Le changement chez Edmund Finch fut instantané et frappant. L'inquiétude affichée sur son visage se durcit, se referma. Un voile semble tomber. Il détourna le regard vers le feu. « Mon frère n'est pas un homme à cœur, » dit-il d'un ton soudain sec. « Il a toujours été solitaire. » Holmes se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure compatissant. « Monsieur Finch, je vois que ma question aborde un sujet sensible. Je vous assure que rien de ce que vous direz ne sortira de cette pièce à moins que cela ne concerne directement sa sécurité. Mais la vie d'un homme peut être en jeu, sa santé mentale certainement. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit, vous devez le partager. » Un long silence emplit la pièce, rompu seulement par le crépitement du feu. Edmund Finch luttait contre un démon intérieur, la mâchoire crispée. Finalement, il laissa échapper un long soupir tremblant. « Il y a eu un accord, » commença-t-il d'une voix lourde de réticence. « Il y a quelques années. Pas une grande passion, vous comprenez. Alistair n'en est pas capable. Mais un arrangement avec une jeune femme, une certaine Eva Templeton. Sa famille tenait une petite imprimerie. C'était approprié. Qu'est-il devenu ? Demandai-je. Ça n'a rien donné, dit Edmund sèchement, puis il se reprit, les épaules affaissées. Autrement dit, Alistair a mis fin à tout ça. Il sentait que ses perspectives au bureau exigeaient toute son attention, qu'une femme et une famille seraient une distraction qu'il ne pouvait pas se permettre. C'était une décision clinique. Il la lui a expliquée en ces termes. Je crois qu'elle était profondément blessée. Sa famille a quitté Londres peu de temps après. Pour le Kent, je crois. « Et votre frère ?» demanda Holmes sans rien perdre de vue. « Comment a-t-il perçu la situation ?»« Il n'en a plus jamais parlé, » dit Edmund d'un ton neutre. « C'était une décision prise, une page tournée. C'est sa façon de faire. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un acte de lâcheté. C'était une femme bien. Il la traitait comme une écriture gênante dans ses contes. » Il leva les yeux, un regard suppliant. « Mais tu ne peux pas croire qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec ça. C'était il y a des années, et c'était une âme douce, peu encline
aux menaces théâtrales et aux mauvaises odeurs. Le cœur humain peut se figer dans l'isolement, monsieur Finch, dit Holmes d'un ton grave. Le rejet est un poison puissant. Vous souvenez-vous de l'adresse complète de la famille ou du nom de leur entreprise? Edmund réfléchit un instant. Templeton & Son, Clerkenwell. Mais tout ça, c'était il y a des années. Nous avons pris congé du frère troublé et sommes ressortis dans l'après-midi brumeux. L'attitude de Holmes était à nouveau électrisante et déterminée. « Une piste, Holmes !» m'exclamai-je. « Une amante est conduite. C'est un mobile classique. » « Vraiment, Watson ?» songea-t-il en élant un taxi. « C'est un fil conducteur, certes, mais je m'interroge. La mécanique de ce complot semble trop élaborée, trop imprégnée d'une menace bien particulière pour la fille d'un imprimeur au cœur brisé. Ce souffle dans l'ombre a un côté masculin, une cruauté intellectuelle et calculée. « Alors pourquoi poursuivre ?» demandai-je quelque peu perplexe. « Parce que c'est la seule page qu'il nous reste à tourner, » dit-il, les yeux brillants. « Et parce que, lorsqu'on se trouve devant une porte verrouillée, il faut essayer toutes les clés. Cette famille Templeton détient peut-être une clé, ou peut-être qu'elle nous montre simplement que la porte est plus hermétiquement fermée que nous le pensions. » Il donna au chauffeur de taxi une adresse à Clerkenwell. Voyons ce qu'il reste de Templeton & Son. Chapitre 5. Le fantôme de l'imprimeur. En fin d'après-midi, Clerkenwell était un quartier de contraste. Les imposants édifices noircis par la suie de ses ateliers victoriens côtoyaient d'anciennes ruelles délabrées qui évoquaient un Londres plus ancien et plus sombre. L'air, chargé de fumée de charbon et de la fraîcheur humide du brouillard, portait le bruit sourd et rythmé d'un marteau-pilon, véritable battement mécanique de cœur de l'industrie qui florissait dans ses murs. Templeton & Son, imprimeur, n'était pas difficile à trouver. Il occupait un étroit bâtiment de 3 étages, coincé entre une fonderie et un entrepôt, les vitres sales, l'enseigne autrefois fière, aujourd'hui défraîchie et écaillée. Une cloche au-dessus de la porte résonna d'une note discordante à notre entrée. L'intérieur était une cathédrale de technologie obsolète. L'air était chargé des odeurs âcres et âcres de l'encre, du solvant et du vieux papier. D'imposantes presses silencieuses se dressaient telles des bêtes de fer endormies dans la pénombre. La seule lumière provenait d'un unique bec de gaz brûlant dans un petit bureau vitré à l'arrière. Un homme sortit du bureau, s'essuyant les mains sur un tablier taché d'encre. Il avait la 60aine avancée, les épaules voûtées et une gentillesse lasse dans le regard qui trahissait une longue vie de travail méticuleux. Ce n'était pas un Templeton, je le pressentis, mais le gardien d'une entreprise moribonde. « Bonjour », commença Holmes d'une voix respectueuse. « Nous recherchons des informations sur les anciens propriétaires, la famille Templeton. » L'expression amicale de l'homme devint prudente. « Les Templeton ? Ils sont partis depuis presque 5 ans. Ils ont tout vendu et sont partis vivre à la campagne. Dans le Kent, je crois. J'ai racheté l'affaire telle qu'elle est. Je m'appelle Dobbs. Qu'est-ce qui vous intéresse, si je puis me permettre ? » « Nous menons une enquête sur une affaire délicate, » dit Holmes en lui tendant une de ses cartes. « Il s'agit d'une ancienne associée de la famille, une certaine mademoiselle Eva Templeton. » À l'évocation de ce nom, le visage de Dobbs subit une profonde et tragique transformation. La lassitude dans son regard se mua en véritable tristesse. Il secoua lentement la tête, un geste d'une infinie tristesse. « Oh, monsieur, pauvre mademoiselle Eva, vous arrivez trop tard, j'en ai peur. Beaucoup trop tard. » Une terreur glaciale, totalement distincte du brouillard extérieur, commença à me gagner l'estomac. « Trop tard ?» demandai-je. « Tu veux dire qu'elle a aussi déménagé ?» Dobbs regarda Holmes puis moi, lisant l'ignorance sincère sur nos visages. « Elle est partie, messieurs, décédée, il y a 3 ans, cet hiver. » La nouvelle me frappa comme un coup dur. Holmes, cependant, resta étrangement immobile, le regard fixé sur la vieille imprimante. « Comment est-elle morte, monsieur Dobbs ?» L'homme soupira, s'appuyant contre le cadre d'une presse silencieuse.
Ce fut une tragédie, un cruel gâchis. Après la vente de l'entreprise, après une certaine déception, sa voix s'éteignit, manifestement conscient du rôle d'Alistair Finch. Elle n'était plus elle-même. Elle était devenue silencieuse, renfermée. La famille espérait que l'air de la campagne lui redonnerait le moral, mais c'était comme si la lumière s'était éteinte en elle. Il marqua une pause, se ressaisissant. Elle se promenait dans les bois près de leur nouvelle maison. Un soir, elle n'est pas revenue. Ils l'ont retrouvée 2 jours plus tard. Elle était tombée dans une vieille glacière d'un lotissement voisin. Un terrible accident. Il baissa les yeux sur ses mains tachées d'encre. La famille a été brisée. Ils ont quitté les lieux peu après. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Le silence dans l'imprimerie était absolu, rompu seulement par le faible sifflement du gaz. La théorie à laquelle j'avais tant adhéré, l'amant vengeur et abandonné, s'effondra, laissant place à une pitié sourde et douloureuse. « Une glacière », répéta Holmes d'une voix basse et posée. « Y a-t-il eu une enquête ?»« Oh oui, monsieur. Une formalité. Morte par accident. La porte était vieille, le loquet pourri. Elle est juste tombée. » La voix de Dobbs était chargée d'émotion. C'était une âme si douce. Une artiste avec les pierres lithographiques, elle était. Elle avait un vrai talent. Holmes remercia gravement l'homme pour son temps, et nous retournâmes dans la rue au crépuscule. Le brouillard s'était épaissi, étouffant les bruits de la ville, nous enveloppant d'un linceul humide et glacial. J'éprouvais un profond sentiment d'inutilité. « C'est une impasse, Holmes, » dis-je, mon souffle embué par l'air froid. Littéralement. Cette femme est morte. Cette vendetta contre Finch ne peut pas être la sienne. Nous sommes de retour au début. « Vraiment, Watson ?» murmura Holmes, ses yeux brillant d'une étrange lueur, froide dans l'obscurité. « Où vient-on de nous remettre la clé de toute l'affaire ?» Je le fixai du regard. « Comment peux-tu dire ça ? Cette pauvre femme est une victime, pas une agresseuse. »« Exactement, » dit-il d'une voix tranchante comme un rasoir. « Regarde la chronologie, Watson. Finch rompt les fiançailles. Les Templeton vendent leur entreprise et quittent Londres, leur fille brisée. Elle meurt dans un accident tragique et quelque peu étrange dans le Kent. Et maintenant, des années plus tard, une campagne de terreur est lancée contre l'homme responsable de son malheur. Une campagne qui utilise une odeur spécifique et macabre et l'accuse d'un acte qu'il a lui-même commis. Il se mit à marcher d'un pas rapide et déterminé, qui me força à le rejoindre. Ne voyez-vous pas cette élégante et terrible symétrie ? Ce n'est pas l'œuvre de la femme elle-même, c'est l'œuvre de quelqu'un qui l'aimait. Quelqu'un qui rend Alistair Finch responsable non seulement de son chagrin, mais de sa mort. Quelqu'un dont le souvenir s'est transformé en obsession et dont le chagrin s'est transformé en un désir de vengeance très précis, très psychologique. Il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi. Le brouillard tourbillonnait autour de sa silhouette décharnée. Le souffle dans l'ombre n'est pas une métaphore, Watson. C'est une déclaration d'intention. C'est la voix d'un fantôme, parlant d'outre-tombe. Notre fantôme n'est pas Eva Templeton. Il est son ange vengeur. La théorie était époustouflante par son audace et sa logique sinistre. Elle expliquait la nature personnelle et cruelle des menaces, la connaissance intime de la vie de Finch et la théâtralité destinée à évoquer un sentiment de jugement surnaturel. « Mais qui ?» demandai-je, l'esprit en ébullition. « Le frère ? Le père ? » « Voilà, » dit Holmes en appelant un fiacre d'un sifflet aigu. « C'est ce que nous devons déterminer de toute urgence. Car si je ne me trompe, il ne s'agit pas d'une simple persécution. C'est le prélude à un châtiment. Et notre monsieur Finch n'est pas hanté. Il est jugé. Et la sentence est peut-être déjà en cours. Chapitre 6. Le deuxième murmure. Le retour à Baker Street se fit en silence, chacun de nous perdu dans les sombres implications de la nouvelle théorie de Holmes. La tragédie distinguée du récit d'Eva Templeton avait laissé place à un récit bien plus sombre.
celui d'un chagrin lancinant transformé en une croisade méticuleuse et vengeresse. Le brouillard par les vitres du taxi semblait s'épaissir, manifestation tangible de l'obscurité qui enveloppait encore notre proie. Madame Hudson nous accueillit à la porte, le visage empreint d'inquiétude. « Il y a un monsieur qui vous attend au salon, monsieur Holmes. Un certain monsieur Finch. Il est dans un état lamentable, encore pire qu'hier soir. Nous avons trouvé Alistair Finch non pas dans son fauteuil, mais arpentant le feu comme un animal en cage. Son teint déjà pâle était cendré, et ses yeux exprimaient une terreur sauvage et confuse que j'ai reconnue comme étant au bord de l'effondrement. Il serrait un morceau de papier bon marché et rugueux dans sa main tremblante. « Il était encore là, monsieur Holmes !» s'écria-t-il d'une voix brisée. « Chez moi. Il a laissé ceci, épinglé à ma porte avec un couteau. » Holmes prit le papier avec un calme qui semblait presque inhumain dans les circonstances. C'était une feuille grossière, du genre de celles utilisées par les bouchers ou les poissonniers. Dessus, griffonné avec la même écriture impeccable que celle de Finch, se trouvait un nouveau message. Le souffle se refroidit. L'ombre se rapproche. Préparez votre compte. Le couteau ? Demanda Holmes d'une voix égale. Un vulgaire couteau de cuisine, murmura Finch en s'enfonçant enfin dans son fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient dit plus le soutenir. Volé dans mon propre casier, je crois. C'était un message. Il était chez moi, monsieur Holmes. Il était à l'intérieur de ma maison. C'était une escalade terrible. Le supplice psychologique sur le quai et au bureau était une chose. La violation physique du sanctuaire privé de l'homme en était une autre. Cela témoignait d'une confiance terrifiante. « Décrivez l'événement !» ordonna Holmes, les yeux fixés sur le papier, analysant chaque courbe des lettres. « Je suis rentré du bureau à mon heure habituelle, » balbutia Finch. « Je n'ai rien vu d'anormal. Je suis allé accrocher mon manteau et il était là, planté dans le bois de ma porte d'entrée, cette horreur qui me fixait. Je n'ai touché qu'au papier. Je suis venu directement ici. Vous avez une femme de ménage ? Une femme de ménage ? Une femme qui vient le matin. Elle était partie des heures auparavant. » Holmes hocha la tête, l'air sombre. « Watson, ayez l'amabilité de verser un cognac à notre client. Un grand. » Pendant que je m'occupais de l'homme tremblant, Holmes se dirigea vers son établi et examina rapidement le papier avec sa loupe et une goutte de réactif transparent. Le papier est courant. L'encre est de l'encre de Chine standard, disponible partout. Mais l'auteur est gaucher. « Comment peux-tu savoir ça ?» demandai-je en tendant le verre à Finch. « La légère bavure sur le côté droit des lettres, » dit-il sans lever les yeux. Un droitier passe sa main sur l'encre fraîche. Un gaucher éloigne sa main, laissant la tache sur le côté opposé. Notre fantôme est gaucher. C'est un détail, mais dans un monde d'ombre, toute lumière était la bienvenue. Il abandonna le journal et reporta toute son attention sur Finch. « Monsieur Finch, ce nouveau message confirme l'orientation de mes recherches. Je dois vous poser une question qui, à première vue, semblera sans rapport. Soyez indulgent. Le nom d'Eva Templeton, quelle est votre réaction ?» L'effet fut électrique. La couleur, le peu qui restait sur le visage de Finch, disparut complètement. Le verre trembla si violemment dans sa main que je dus le lui reprendre. Il semblait avoir reçu un coup violent. Sa bouche s'agita, mais aucun son ne sortit pendant un long moment. « Eva » souffla-t-il enfin, le nom tel un fantôme sur ses lèvres. « Comment as-tu pu connaître ce nom ? Elle est... Tout cela appartient au passé. Un chapitre clos. » « Les chapitres ont tendance à être rouverts, monsieur Finch, » dit Holmes d'un ton impitoyable et précis, « surtout quand la fin est jugée injuste. Mademoiselle Templeton est morte. Elle est morte dans le Kent il y a 3 ans, dans un tragique accident. » Finch le fixa, incompréhensible. « Mort ? Mais comment ? Un accident. » Il semblait sincèrement choqué, mais sous le choc, je voyais une lueur d'autre chose. Non pas du chagrin, mais une profonde et ancienne culpabilité.
C'était le regard d'un homme qui craint depuis longtemps de devoir rendre des comptes pour un péché oublié. « Vous n'étiez pas au courant ?» insista Holmes. « Non. Nous n'avons plus eu de contact après que j'ai mis fin à notre entente. C'était pour le mieux, pour ma carrière, pour nous deux. » Ces mots étaient répétitifs, une défense qu'il avait répétée pendant des années. Il sonnait creux et cruel face à la mort de cette femme. Pour qui, précisément? La question de Holmes était un scalpel. Il laissa planer le silence, laissant Finch se tortiller sous l'emprise de sa conscience. « Je crois, monsieur Finch, que votre tourment actuel est directement lié à cette décision. Quelqu'un vous tient responsable du destin tragique d'Eva Templeton. Quelqu'un qui l'aimait. Réfléchissez. Son père? Un frère? Un autre prétendant? » Finch se passe la main sur les yeux. Son père était un homme bon, un commerçant mais respectable. Elle avait un frère, Théodore, plus jeune, un garçon discret, un artiste, je crois. Il était intense. Il n'a pas bien pris la fin de nos fiançailles. Il m'a accusé de lui avoir porté atteinte. Il leva les yeux, une terreur nouvelle, plus personnelle, naissant dans ses yeux. « Tu ne peux pas croire que c'est Théo ?» Mais c'était une âme douce, dévouée à sa sœur. Le chagrin et la dévotion peuvent transformer l'âme la plus douce en des formes méconnaissables, monsieur Finch, dis-je en me rappelant de nombreux cas de ma pratique. Théodore Templeton, répéta Holmes en mémorisant le nom. Où est-il maintenant? Aucune idée. Ça fait des années. Holmes se leva. Alors, il faut le retrouver. Vous ne rentrerez pas chez vous ce soir, monsieur Finch. Vous prendrez une chambre d'hôtel, le Langham, je crois, sous un faux nom. Vous non. Parlerez à personne, ni à votre frère, ni à votre bureau. C'est clair? L'homme hocha la tête, trop terrifié pour discuter. Watson, auriez-vous l'amabilité d'accompagner M. Finch et de veiller à son installation? J'ai une autre mission. Les yeux de Holmes brillaient de joie. Je dois faire un tour au bureau d'état civil et aux archives des institutions artistiques. Un gaucher nommé Theodore Templeton, un artiste, a disparu de Londres après la mort de sa sœur il y a 3 ans. Un tel homme laisse des traces. Et moi, dit-il en saisissant son chapeau et sa canne, je suis un expert en suivi de traces. Tandis que j'accompagnais notre client brisé dans la nuit brumeuse, je jetai un coup d'œil en arrière. Holmes était déjà à son bureau, sortant annuaires et cartes, sa silhouette se découpant sur la vitre, une ombre d'un autre genre qui traquait d'autres ombres, armée seulement de la lumière éclatante et inébranlable de la raison. Chapitre 7. La piste de l'artiste. L'hôtel Langham offrait à notre client terrifié une forteresse de dorure et d'anonymat luxueux. Après avoir vu Alistair Finch s'y installer sous le nom de « Monsieur Smith » et avoir insisté auprès du personnel sur la nécessité d'une discrétion absolue, je retournai à Baker Street. Le salon était vide, mais l'air vibrait de l'intense énergie récente de Holmes. Un plan de Londres était étalé au sol, constellé d'épingles, et une pile de prospectus d'écoles d'art et de catalogues d'exposition gisait sur le canapé. Madame Hudson apporta un plateau de charcuterie et de pain. « Il est entré et sorti comme un éclair, docteur, » confia-t-elle. « Il marmonnait des choses sur les pigments et les dessinateurs gauchers. Il m'a dit de vous dire qu'il était parti à South Kensington. » South Kensington ne pouvait signifier qu'une chose, le Royal College of Art. Après un repas rapide, je m'aventurai moi aussi dans la nuit qui s'épaississait, le brouillard désormais si épais qu'il transformait les réverbères en de simples taches jaunes sulfureuses. Je retrouvai Holmes non pas au collège lui-même, mais dans un modeste pub voisin, en pleine conversation avec un homme âgé à lunettes, aux épaules voûtées et aux doigts tachés d'encre, digne d'un universitaire de longue date. Holmes leva les yeux à mon entrée, l'air profondément satisfait. « Ah, Watson. Excellent. Permettez-moi de vous présenter le professeur Albemarle, ancien du Collège Royal. Il a été une mine d'informations inestimable. » Le professeur m'observait à travers ses épaisses lunettes. « Un talent singulier, monsieur Templeton, » disait-il revenant au sujet.
Morbide, cependant. Morbide à l'extrême. Ses études d'après nature avaient un côté nécrotique, magnifiquement rendu, mais troublante. Toujours des fleurs dans ses compositions, des lys souvent, fanées. Il avait une fixation particulière. Et sa main demanda Holmes. Oh, gaucher, sans aucun doute. Ses traits de fusain étaient distinctifs. Une ligne appuyée plutôt qu'étirée, tout à fait reconnaissable. Le professeur prit une gorgée de bière. Il est parti brusquement. À la mi-trimestre. Une tragédie familiale, je crois. La mort d'une sœur. On ne l'a jamais revu. Quel dommage. Il aurait pu être remarquable. Avait-il des amis particuliers? Des confidents? Demanda Holmes. Le professeur Albemarle secoua la tête. Un solitaire. Resté dans son atelier. Pourtant, il marqua une pause, fronçant les sourcils au souvenir. Il y avait un camarade de classe, un jeune homme nommé Crispin, Léo Crispin. Une autre âme talentueuse, quoique moins dévouée. Ils ont partagé un atelier pendant un temps près de Cromwell Road. Je m'en souviens parce que la méticulosité de Templeton contrastait avec le chaos bohème de Crispin. Un couple querelleur. Holmes avait obtenu l'adresse en quelques minutes. Remerciant chaleureusement le professeur, nous replongeâmes dans le brouillard, nos pas résonnant dans le silence feutré de la rue Cossue. L'immeuble était une maison de ville haute et étroite, ayant connu des jours meilleurs, aujourd'hui transformée en un dédale de studios et d'appartements. Nous avons trouvé le propriétaire, un individu desséché qui sentait le chou et la térébenthine, qui a confirmé qu'un certain Léo Crispin occupait toujours la mansarde du dernier étage. Un bon payeur quand il en a, siffla le propriétaire en nous faisant monter 4 étages d'un escalier de plus en plus délabré. Ce qui n'arrive pas souvent. Mais il est discret, la plupart du temps. Il frappa à une porte brisée au bout d'un couloir sombre. Un jeune homme, véritable symbole de l'artiste en difficulté, lui ouvrit. Il était beau, mais dissolu, avec de longs cheveux hirsutes et une chemise tachée de pigments multicolores. Il empestait le vin bon marché et l'huile de lin. « Crispin » demanda Holmes. « Qui demande » balbutia le jeune homme, les yeux embués. Puis il aperçut le propriétaire et soupira. « Écoutez, je vous l'ai dit, le loyer arrive vendredi. J'ai une commande presque terminée. »« Nous ne sommes pas ici pour le loyer, » dit Holmes d'une voix doucereuse, en lui mettant une demi-couronne dans la main et en le congédiant. « Nous souhaitons parler de votre ancien colocataire, Theodore Templeton. » Ce nom eut l'effet d'un tonique apaisant. Le regard de Crispin s'éclaira, et une expression méfiante, presque effrayée, traversa son visage. Il jeta un coup d'œil au couloir vide. « Théo ? Et lui ? Je ne l'ai pas vu depuis des années. On pourrait peut-être entrer, suggéra Holmes, s'avançant déjà doucement. L'atelier était un chaos de toiles, de morceaux d'argile à moitié sculptés et de vêtements abandonnés. La nature méticuleuse de Holmes devait être révoltée, mais il n'en laissa rien paraître, son regard scrutant chaque détail de la misère. « Theo Templeton, » commença Holmes en s'asseyant prudemment sur un tabouret près d'un chevalet. « Vous partagiez ces chambres. Vous étiez amis. »« On l'était, » dit Crispin en s'effondrant dans un fauteuil usé, jusqu'à ce qu'il change. Après la mort de sa sœur. Ça l'a déstabilisé. Comment ça? Il était toujours intense, sombre. Son art était son exutoire. Mais après avoir appris la nouvelle, ce fut comme une porte claquée. Il est devenu obsédé. Il a accusé un employé, un fonctionnaire qu'il avait abandonné. Il a dit que cet homme lui avait brisé le cœur, que sa froideur l'avait conduit à cet accident. Crispin secoua la tête en buvant une gorgée d'une bouteille de vin posée par terre. Il n'a pas vu ça comme un accident, voyez-vous. Il a vu ça comme une conséquence. « Et qu'est-il devenu » demandai-je. Crispin haussa les épaules. « Il a disparu. Il a vidé ses affaires une nuit sans un mot. Il a laissé derrière lui quelques-unes de ses plus belles œuvres. Il est
Parti. Le regard de Holmes avait parcouru la pièce. Il se fixe maintenant sur un petit porte-document poussiéreux, appuyé contre un mur dans un coin. Il a laissé son travail, dites-vous? Ce porte-document, par exemple? Crispin suivit son regard. Oh, ça. Ouais. Quelques-unes de ses études de silhouette. Je n'en voulais pas. Puis-je les examiner? Holmes traversait déjà la pièce. Servez-vous. C'est morbide. Pas à mon goût. Holmes détacha le portfolio et le posa à plat sur une table encombrée. À l'intérieur se trouvait une douzaine de grands dessins au fusain. Ils étaient, comme l'avait dit le professeur, techniquement superbes. Mais ils étaient glaçants. Les personnages étaient décharnés, fantomatiques, leurs visages souvent obscurcis ou détournés. Et dans chaque composition, il y avait systématiquement des fleurs, des lys. Mais ceux-ci n'étaient pas frais. Ils étaient représentés fanés, leurs pétales bordés de brun, s'enroulant sur eux-mêmes, en décomposition. Holmes examina chaque dessin avec une concentration intense, accordant une attention particulière aux marges et aux versos des feuilles. Au verso du dernier dessin, glissé dans un coin du portfolio, il trouva ce qu'il cherchait. Ce n'était pas un dessin. C'était un acte de vente, daté de 2 ans auparavant, d'une pharmacie de Camden Town. Les articles listés étaient du banal, du savon, de l'huile pour lampe, une bouteille d'encre. Mais griffonné dans un coin, de la main du pharmacien, se trouvait une note. Et pour la préparation spéciale, comme précédemment. Holmes tenait délicatement le papier. « Monsieur Crispin, Théodore a-t-il jamais parlé d'une préparation spéciale ou d'une expérience chimique ?» Crispin fronça les sourcils. Il mélangeait toujours des choses, des teintures pour son papier, des fixatifs. Il aimait créer ses propres matériaux. Ses produits commerciaux manquaient de caractère. Il était exigeant avec ses encres. Pourquoi? Et l'odeur? Insista Holmes d'une voix basse et pressante. Ces expériences ont-elles produit une odeur particulière? Sucrée mais fétide, comme de la flore en décomposition. Le changement chez Léo Crispin fut instantané et profond. Toute la langueur dissipée disparut, remplacée par un regard de dégoût intense. Mon Dieu, oui. Cette odeur. Elle collait à ses affaires, à ses vêtements. Il l'appelait son essence de mortalité. Il disait que c'était le parfum de la vérité qui se cache sous la peau. Il frissonna. J'ai dû aérer cet endroit pendant 1 semaine après son départ. Je la sens presque maintenant, rien que d'y penser. Holmes plia soigneusement la note du pharmacien et la glissa dans son portefeuille. Il referma le portefeuille, le visage marqué d'un triomphe sinistre. « Merci, monsieur Crispin. Vous nous avez rendu un immense service. » Dehors, dans la rue enveloppée de brouillard, Holmes se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « La piste est désormais ouverte, Watson. Nous tenons notre homme, Theodore Templeton, un artiste talentueux, gaucher, déséquilibré par le chagrin, doté d'une esthétique morbide et d'une maîtrise de la chimie qui lui confère son parfum signature. Il est ici à Londres depuis au moins 2 ans, se préparant discrètement, et il nourrit une rancune envers Alistair Finch qu'il ne perçoit pas comme une rancune, mais comme un impératif moral. Il élève un taxi, ses gestes précis et déterminés. La préparation spéciale du pharmacien est la pièce maîtresse. Camden Town est notre prochaine destination. Ce soir, le chasseur est devenu la proie, et il ne le sait pas encore. Chapitre 8. La complainte du chimiste. Le trajet en taxi jusqu'à Camden Town fut un voyage dans un Londres différent. Le brouillard discret de South Kensington laissa place à une brume plus épaisse et plus crasseuse, chargée des odeurs du Regent's Canal, du charbon bon marché et de l'industrie. Les rues étaient plus étroites, plus bruyantes, grouillant d'une vie plus rude. Holmes se redressa brusquement, son profil se détachant nettement sur la pénombre ambiante, tous ses sens en éveil pour la chasse. « Des matériaux d'artiste, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi, mais pas de simples pigments.
Une préparation spéciale. Que demande notre esthète morbide qu'un chimiste lambda ne puisse lui fournir? De quoi agrémenter son parfum macabre, sans aucun doute, mais quelque chose de plus, quelque chose qui serve sa vengeance théâtrale. Lorsque nous avons découvert la pharmacie, c'était un établissement faiblement éclairé, coincé entre un marchand de chandelles et un pub. Ses vitrines étaient remplies de bonbonnes de liquide coloré, et l'air intérieur était une symphonie complexe d'odeurs astringentes, sucrées et herbacées. Le propriétaire était un petit homme nerveux, au crâne chauve et aux mains incroyablement méticuleuses, qui leva les yeux de son pilon et de son mortier en train de piler une poudre à notre entrée. Holmes ne s'embarrassa pas de préambule. Il pose l'acte de vente sur le comptoir, désignant la note griffonnée. Cette préparation spéciale. Vous l'avez vendue à un certain monsieur Theodore Templeton. J'ai besoin d'en connaître la composition. Le chimiste, un certain monsieur Gibbons, d'après le nom affiché sur la vitrine, plissa les yeux sur le papier, puis leva les yeux vers Holmes. Sa nervosité s'accrut. Je ne peux pas divulguer les formules privées à mes clients, monsieur. C'est une question de discrétion professionnelle. Holmes se pencha en avant, sa voix basse et irrésistible chuchotant à voix basse, comme si elle emplissait la petite boutique. Monsieur Gibbons, c'est une question de vie ou de mort. L'homme à qui vous avez vendu ceci mène une campagne de terreur contre autrui. Les substances qu'il vous a fournies en sont un élément clé. Je suis Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Nous agissons au vu et au su de Scotland Yard. C'était un peu tiré par les cheveux, mais nécessaire. Le nom de Sherlock Holmes fit son effet habituel. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Mon Dieu, Monsieur Holmes, j'ai lu votre histoire dans le Strand. Il s'essuya les mains sur son tablier, son éthique professionnelle s'effritant devant l'attrait d'une véritable enquête policière. C'était une demande étrange, monsieur, très étrange. Décrivez-le. Ce monsieur, un homme grand, mince, à la voix calme et gaucher, est venu me voir il y a plus d'1 an. Il voulait une teinture très spécifique. Il a fourni lui-même la matière première. Gibbons frissonna légèrement. C'était un bouquet de fleurs de lys, mais elles étaient gâtées, pourries. Il voulait que je distille leur essence pour en concentrer le parfum. « L'essence de la mortalité », murmurai-je en me rappelant les paroles de Crispin. « Exactement, docteur », s'exclama Gibbons. « Une affaire infecte. L'odeur dans mon atelier était insupportable pendant des jours, mais il payait bien, très bien, et il est revenu plusieurs fois pour le même service, toujours avec ses propres fleurs dégradées. » « Et l'autre partie de la préparation ?» insista Holmes. « La facture implique autre chose. » « Ah oui. » Gibbons parut encore plus mal à l'aise. Lors de sa dernière visite, il y a peut-être 2 mois, il a demandé un composant supplémentaire. Il voulait une vapeur. Le chimiste baissa la voix. Il était très précis. Il voulait un produit chimique qui, exposé à l'air, produirait une brume dense et persistante. Mais pas un brouillard ordinaire. Il le voulait à dissipation lente, et il insistait pour qu'il soit totalement inoffensif, inodore et non toxique. Les yeux de Holmes brillaient d'une lueur intense. Un brouillard théâtral. Exactement, monsieur. Je lui ai fourni un composé en poudre. Mélangé à de l'eau, il crée une épaisse vapeur blanche. Plutôt spectaculaire, mais, comme demandé, parfaitement inerte. Il semblait ravi. Gibbons se tordit les mains. « Je croyais que c'était pour une pièce de théâtre, monsieur Holmes. Il avait l'air d'un artiste. Je n'aurais jamais imaginé. »« Vous avez été d'une aide précieuse, monsieur Gibbons, » dit Holmes, coupant court à la détresse imminente de l'homme. « Vous avez tout confirmé. L'odeur est une arme de terreur psychologique. La vapeur est destinée à la manifestation. » Il se tourna vers moi, l'esprit s'emballant. Ce n'est pas un simple fantôme, Watson. C'est un régisseur. Il contrôle l'atmosphère même de ses apparitions. Le brouillard sur le talus n'était pas naturel. C'était sa création.
Il l'utilisait pour apparaître et disparaître à volonté. L'audace même de ce geste m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un fou furieux dans l'obscurité, c'était un artiste froid et calculateur, utilisant ses talents pour créer une expérience spécifique et terrifiante pour sa victime. Une dernière question, monsieur Gibbons, dit Holmes d'une voix aigre. Cet homme, Templeton, a-t-il mentionné où il vivait, ou où il exerçait peut-être son art? Le chimiste réfléchit longuement. Il ne l'a jamais dit. Mais il venait toujours du côté du canal, et ses vêtements, bien que propres, dégageaient souvent une légère odeur de graisse. La taille? Demandai-je. De la colle animale, précisa Holmes, son excitation à peine contenue. Utilisée par les relieurs, les encadreurs et les imprimeurs. Il se tourna vers Gibbons. Merci, monsieur. Vous avez peut-être sauvé la vie d'un homme aujourd'hui. Nous sommes sortis précipitamment de la boutique dans la rue bondée. Holmes semblait vibrer d'énergie. Le canal, Watson. Il utilise l'ancienne imprimerie. C'est parfait. Abandonné, rempli du matériel de son métier, un endroit qu'il connaissait depuis sa jeunesse. Un endroit imprégné du souvenir de l'entreprise familiale de sa sœur. Il m'a saisi par le bras, d'une poigne de fer. Il faut agir vite. Il faut appeler Lestrade. La représentation touche à sa fin, et je crains que le prochain acte ne soit le dernier pour Alistair Finch. Il élit un autre taxi en aboyant l'adresse de Scotland Yard. Tandis que nous avancions bruyamment dans les rues, les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté terrifiante. Theodore Templeton, le frère endeuillé, s'était transformé en une force élémentaire de vengeance. Il n'était plus un homme, mais un phénomène, un souffle dans l'ombre, rendu tangible par la chimie et animé par un chagrin qui avait dégénéré en folie. La chasse était terminée. Nous connaissions désormais le chasseur, et nous nous précipitions pour l'intercepter avant qu'il ne puisse s'emparer de sa proie. Chapitre 9. Le piège du labyrinthe. Scotland Yard, à cette heure-là, était en pleine effervescence. Nous trouvâmes l'inspecteur Lestrade dans son bureau, l'air las et entouré de rapports. Son expression, cependant, se transforma en un vif intérêt, tandis que Holmes, avec son économie et sa fermeté caractéristiques, nous exposait les résultats de notre enquête. Theodore Templeton, conclut Holmes, sa voix tranchant l'atmosphère étouffante du bureau. Un artiste, une sorte de chimiste, et maintenant un vengeur autoproclamé. Il a transformé son chagrin en arme et utilise l'imprimerie abandonnée de Templeton, près du canal, comme repère. Il prévoit de mettre en scène un dernier et terrifiant jugement pour Alistair Finch. Nous devons agir ce soir. Lestrade, et c'est tout à son honneur, n'hésita pas. Les détails étranges, l'odeur rance, le brouillard artificiel dépassaient son expérience, mais l'essentiel était un travail de police rigoureux. Un suspect, un mobile, un lieu précis. Il rassembla une petite équipe de policiers fiables, des hommes munis de lanternes et de bottes robustes, et en moins d'une demi-heure, nous étions à bord de 2 quads, sillonnant les rues obscures en direction du canal. Le quartier était un labyrinthe d'industries en déclin. Le bâtiment autrefois fier de Templeton & Son se dressait sombre et silencieux, ses fenêtres condamnées, sa porte pendue de travers sur des gonds rouillés. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde d'eau stagnante et de pourriture. C'était une scène parfaite pour le théâtre macabre de Templeton. « Il s'attend à voir Finch », murmura Holmes, tandis que nous nous rassemblions à l'ombre d'un entrepôt voisin. Il a intensifié ses efforts pour provoquer une confrontation. Il croira que son message et la maison violée ont poussé sa proie ici, seul et terrifié, en quête de réponse. Alors notre monsieur Finch est l'appât, marmonna Lestrade en scrutant la structure menaçante. C'est le seul appât qui attirera notre fantôme vers la lumière, acquiesça Holmes. Mais nous veillerons à bien dissimuler l'hameçon. Il se tourna vers moi. Watson, ton revolver ? Tiens, Holmes, dis-je en tapotant la poche de mon manteau. Bien. Lestrade, vos hommes doivent encercler le bâtiment. Personne n'entre ni ne sort. Watson et moi allons entrer. Vous me suivrez à mon signal. Un coup de sifflet.
Notre objectif est de capturer Templeton vivant. C'est une âme torturée, pas un vulgaire voyou. Lestrade hocha la tête et déploya ses hommes avec une efficacité silencieuse. Leurs silhouettes sombres se fondirent dans l'ombre, encerclant l'imprimerie. Holmes testa la porte mal fixée, et elle s'ouvrit avec un gémissement qui résonna comme une âme en peine. L'intérieur était une cathédrale de ténèbres. Le haut plafond était noyé dans l'ombre, et les presses à imprimer massives et silencieuses se dressaient telles des squelettes de bêtes préhistoriques. L'air était glacial, et cette odeur écœurante, désormais familière, l'essence de la mortalité, y était bien plus forte que jamais. C'était écrasant, une présence physique qui enduisait la langue et griffait le fond de la gorge. Holmes alluma une lanterne sombre, dont le volet projetait un unique faisceau perçant dans l'obscurité. Nous nous frayâmes un chemin à travers la forêt de machines, nos pas résonnant de façon inquiétante dans le vaste silence. Le faisceau lumineux dansait sur des boîtes de caractères poussiéreuses, des piles de papier jauni et de grands fûts d'encre séchée. Et puis nous l'avons vu. Au fond de la pièce principale, un espace avait été dégagé. Un unique et puissant lampadaire à gaz, à la flamme tamisée, se dressait au sol, illuminant une scène d'une étrange et terrible virtuosité artistique. Au mur, accroché tel un retable, se trouvait un grand portrait au fusain, magnifiquement rendu. Il représentait une jeune femme, Eva Templeton, au visage d'une beauté éthérée mais empli d'une profonde tristesse. Autour du portrait, l'encadrant telle une couronne morbide, de vrais lys mais bruns et flétris, leur décomposition contribuant au miasme nauséabond qui emplissait l'air. Devant le portrait se tenait une silhouette. Il était grand et maigre, vêtu d'un costume sombre et moulant, qui le faisait paraître intégré aux ombres. Il se tenait parfaitement immobile, dos à nous, la main gauche posée sur une table à côté de lui, où se trouvait tout un arsenal d'appareils chimiques, des bêchers, un serpentin de distillation et plusieurs sachets de poudre blanche, les ingrédients de son brouillard théâtral. Theodore Templeton. La voix de Holmes résonna, claire et impérieuse, brisant le silence sépulcral. La silhouette ne sursauta pas. Il se retourna lentement, avec une grâce délibérée et théâtrale. Son visage était pâle et finement dessiné, avec la bouche sensible et le regard brûlant du fanatique. Dans sa main droite, il tenait non pas une arme, mais un épais fusain. « Tu n'es pas Alistair Finch, » dit-il. Sa voix était calme, cultivée et imprégnée d'une profonde tristesse. « Il ne viendra pas, » déclara Holmes en s'avançant, la silhouette tendue et prête. « Votre représentation est terminée, monsieur Templeton. Le théâtre est encerclé. » L'espace d'un instant, une lueur de frustration traversa le visage ascétique de l'homme, puis elle fut remplacée par une expression de résignation lasse. « Vous êtes l'inspecteur. »« Sherlock Holmes, je pensais que vous pourriez intervenir. Vous voyez la vérité, n'est-ce pas? Vous voyez ce que cet homme a fait. » Il fit un geste du fusain vers le portrait de sa sœur. Il l'a tué aussi sûrement que s'il l'avait poussé dans cette glacière. Il a d'abord tué son esprit. Son rejet froid et calculateur a éteint sa lumière. C'était une tragédie, dit Holmes d'une voix basse mais ferme, une tragédie profonde. Mais ce n'était pas un meurtre. Et cette mascarade de vengeance est une perversion de sa mémoire. Une perversion? La voix de Templeton s'éleva, teintée d'une énergie soudaine et démente. C'est la justice. Il doit en ressentir le poids. Il doit assumer les conséquences de ses actes. Il doit sentir la décomposition provoquée par sa cruauté. Il balaya les lys pourrissants de la main gauche. Tandis qu'il avançait, le regard perçant de Holmes aperçut quelque chose sur la table, à côté de l'appareil de chimie. C'était une liasse de papier, pas des dessins, mais des documents officiels. À côté, un petit couteau à désosser bien aiguisé. « Vous cherchiez plus qu'une confrontation, » dit Holmes, le regard rivé sur les papiers.
Vous cherchiez des aveux. Vous alliez le forcer à signer quelque chose, un document reconnaissant sa culpabilité, et ensuite, un dernier accident tragique ici, au milieu des ruines de l'entreprise familiale de sa victime. L'ironie serait totale. Templeton sourit d'un sourire mince et terrible. Le monde comprendrait. L'équilibre serait rétabli. L'équilibre est déjà rompu, dis-je en retrouvant ma voix. Cela ne rétablira pas ta sœur. Cela ne fera qu'aggraver la tragédie. Il est trop tard pour de tels sentiments, docteur, murmura Templeton, et d'un mouvement plus rapide que je ne l'aurais cru possible, sa main gauche se précipita vers la table, saisit un des sachets de poudre blanche et le jeta dans une grande bassine d'eau qui se trouvait prête. Il y eut un violent sifflement, et un nuage de vapeur épaisse, blanche et inodore, explosa dans l'espace entre nous, se déployant à une vitesse incroyable. En quelques secondes, la clairière disparut, la vaste pièce se remplissant d'un brouillard artificiel impénétrable. « Allez, Watson !» s'écria Holmes. « Ne le laissez pas atteindre la porte. » J'entendis un bruit de verre brisé lorsque Templeton renversa la table. Le bec de gaz s'éteignit, nous plongeant dans une obscurité totale, aggravée par la vapeur aveuglante et suffocante. Je sortis mon revolver, mais le brouillard était si épais que je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. Des bruits étranges résonnèrent dans la cécité soudaine. Une bagarre, une inspiration brusque, le bruit sourd d'un corps contre une presse. Holmes était occupé avec lui. J'avançai en titubant, la main libre tendue, essayant de me repérer au son. Puis, j'entendis la voix de Holmes, calme au milieu du chaos. « Le sifflet, Watson. Maintenant. » J'ai trouvé le sifflet accroché à mon cou, et j'ai soufflé de toutes mes forces. Son cri strident a transpercé le brouillard sifflant. La réaction fut immédiate. Les portes principales s'ouvrirent brusquement, et les faisceaux de plusieurs lanternes de police percèrent l'obscurité tourbillonnante, créant des tunnels de lumière éthérée. Les agents affluèrent, leurs cris ajoutant à la cacophonie. Le brouillard commençait déjà à se dissiper, se dissipant aussi vite qu'il s'était formé, révélant la scène par éclairs. J'ai vu Holmes le dos contre une presse, aux prises avec Templeton, plus grand et étonnamment fort. L'artiste tenait le couteau à désosser, la pointe à quelques centimètres de la gorge de Holmes. Je n'ai pas hésité. J'ai pointé mon revolver. « Templeton, lâche-le !» Il tourna vers moi son regard fou et désespéré, et dans cette fraction de seconde de distraction, Holmes exécuta un mouvement précis de jiu-jitsu, tordant le poignet de l'homme et envoyant le couteau s'écraser au sol. Lestrade et deux agents se précipitèrent, immobilisant Templeton par les bras. Soudain, toute résistance le quitta. Il s'affaissa sous leur emprise, la tête baissée. Le magnifique et terrifiant vengeur avait disparu, remplacé par un homme brisé et en pleurs. Holmes ajusta son col, sa respiration s'accélérant légèrement. Il se dirigea vers la table et prit la liasse de papier que Templeton préparait. Il parcourut la première page, les lèvres pincées. Comme je le pensais, Lestrade. Des aveux complets. Que Finch signe. Et un testament, léguant ses biens à la famille Templeton comme prix du sang, et un aveu de culpabilité. Il regarda la silhouette sanglotante tenue par les agents. Vous ne vouliez pas seulement sa mort. Vous vouliez sa destruction totale. Vous vouliez réécrire l'histoire. Templeton ne dit rien. Il se contenta de fixer le portrait de sa sœur, ses larmes traçant des sillons nets dans la poussière sur ses joues. Le brouillard s'était presque entièrement dissipé, ne laissant derrière lui que son souvenir et l'odeur persistante, écœurante et sucrée des lys pourris. Le souffle des ombres avait été capturé. Mais en contemplant l'épave tragique d'un homme et en pensant à l'employé brisé qui attendait dans une chambre d'hôtel, je n'éprouvais aucun triomphe, seulement une profonde et glaçante tristesse. Justice, semblait-il, avait été rendue, mais elle avait un goût de cendre et de décomposition. Chapitre 10. Le dénouement d'une âme.
Le voyage depuis le théâtre macabre de l'imprimerie jusqu'à la clarté austère et utilitaire d'une salle d'interrogatoire de Scotland Yard était une descente du gothique au réalisme sinistre. Theodore Templeton, dépouillé de ses vapeurs et de ses ombres, était assis, voûté et recroquevillé sur une chaise en bois dur. La lueur fanatique de ses yeux s'était éteinte, remplacée par une fatigue creuse. Il ressemblait à ce qu'il était, un homme profondément accablé de chagrin, errant dans un cauchemar de sa propre création et ne parvenant pas à en sortir. Holmes, Lestrade et moi étions assis en face de lui. Le seul bruit était le grattement de la plume de Lestrade, qui s'apprêtait à recueillir sa déposition officielle. L'odeur écœurante de décomposition imprégnait encore les vêtements de Templeton, souvenir pathétique de son grand et terrible projet. « Vous comprenez pourquoi vous êtes ici, monsieur Templeton » commença Holmes d'une voix douce, mais dénuée de toute sentimentalité. Il était chirurgien, et la vérité était son scalpel. Templeton hocha lentement la tête, sans nous regarder dans les yeux. « C'est fini. » Ces mots étaient un soupir de reddition. « Pour votre bien et pour la mémoire de votre sœur, nous devons connaître toute la vérité. » Poursuivit Holmes. « Commençons par les rouages de votre campagne, le grand livre. Comment y êtes-vous parvenu ?» Un léger sourire, l'ombre d'un sourire, effleura les lèvres de Templeton. C'était la simplicité même. Je connaissais ses habitudes. Je connaissais les archives. Je savais à quelle heure la pièce était vide pour le nettoyage. J'étais un fantôme dans une machine que j'avais moi-même conçue. Sa voix était monotone, dénuée de toute émotion. La serrure de son tiroir était une chose bon marché. Le faux, ça a pris du temps. J'ai exercé son art pendant des mois. J'avais l'anniversaire de sa sœur dans mes propres notes. Je connaissais sa vie. Je suis devenu lui en quelque sorte, pour lui montrer qu'il n'était pas maître de sa propre histoire. Et les apparences? Le talus? Sa maison? La poudre du pharmacien. Elle crée une brume persistante. Je la relâcherai sous le vent et m'en éloignerai. Un fantôme dans le brouillard. Quant à sa maison, il haussa les épaules, un geste de lassitude absolue. J'ai observé. J'ai appris l'emploi du temps de la gouvernante. La serrure de sa porte arrière est encore moins chère que celle de son tiroir. J'ai pris le couteau dans sa propre cuisine. Je voulais qu'il sache que je pouvais toucher le cœur de son univers. Lestrade leva les yeux de ses notes, son visage exprimant un mélange de satisfaction professionnelle et de révulsion personnelle. Et votre intention ce soir, cette confession que vous aviez préparée, qu'alliez-vous faire ? Templeton resta silencieux un long moment. Il releva enfin les yeux, emplis d'une douleur atroce. « Je voulais qu'il la voie », murmura-t-il, son regard se perdant sur le mur nu, comme s'il voyait encore le portrait. « Je voulais qu'il s'assoie là, à l'endroit où les rêves de notre famille s'étaient éteints, entouré du parfum de son souvenir, et je voulais qu'il comprenne. Je voulais qu'il signe la vérité, que sa froideur l'avait tué. » Et après avoir signé, la voix de Holmes était douce mais implacable. Un autre long silence. « Je n'y étais pas allé aussi loin, » murmura Templeton. Mais le mensonge était palpable. Le couteau à désossé posé sur la table n'avait pas été utilisé pour faire un effet théâtral. « Vous vouliez faire passer sa mort pour un suicide, » déclara Holmes. « Un homme, accablé par la culpabilité, avoue son rôle dans la mort d'une femme et met fin à ses jours au milieu des ruines de l'héritage familial. Un acte de justice poétique, ultime et tragique. » Templeton ne nia pas. Il baissa simplement la tête, une larme perlant sur sa joue. Cet aveu resta suspendu dans l'air, aspirant tout le bruit de la salle. C'est alors que Holmes fit quelque chose d'inattendu. Il se pencha en avant, l'air non pas accusateur, mais empreinte d'une intense curiosité. « L'odeur, monsieur Templeton, les lys. Pourquoi cette horreur particulière ?» Pour la première fois,
Une étincelle de sentiments sincères, une passion profonde et déchirante, brilla dans les yeux de Templeton. « C'était sa fleur préférée, » dit-il, sa voix gagnant un peu de force. Elle aimait leur pureté, leur perfection. Après qu'il les rejetait, elle les peignait. Mais dans ses tableaux, elle mourait sans cesse, se recroquevillait sur elle-même, noircissait sur les bords. Elle disait que c'était le parfum d'une belle chose qui pourrissait de l'intérieur. C'était le parfum de son cœur. Il regarda Holmes droit dans les yeux, un défi dans ses yeux remplis de larmes. Il avait besoin de la sentir. Il avait besoin de respirer les conséquences de ce qu'il avait fait. La logique était dérangée, mais à sa manière, elle était parfaitement, terriblement cohérente. C'était la logique de l'art, du symbolisme, transformé en arme par un chagrin insupportable. Holmes se rassit, son argument établi. Il avait démêlé non seulement l'intrigue, mais aussi la psychologie du comploteur. La pièce était à nouveau silencieuse, à l'exception du dernier grincement de plumes de Lestrade. Après que les policiers eurent emmené l'homme brisé dans une cellule, Lestrade laissa échapper un long soupir. « Eh bien, monsieur Holmes, une affaire claire. Il sera pendu, très probablement. Tentative de meurtre, enlèvement, faux, effraction. C'est un homme gravement malade, Lestrade, ai-je rétorqué, le médecin en moi submergé par le pathos. Il devrait être à l'hôpital, pas à la potence. La loi ne fait pas de telles distinctions à la légère, docteur, a déclaré Lestrade, non sans une pointe de sympathie. Holmes ne dit rien. Il fixait la porte par laquelle Templeton avait été emmené, le visage empreint d'une profonde réflexion. Il n'y avait aucune expression de triomphe dans son expression, juste une compréhension, profonde et lasse. « La loi aura son mot à dire, Lestrade, » dit-il doucement en ramassant son manteau. « Mais nous avons entendu le cœur du problème. Nous avons vu une âme se défaire devant nous. C'est un spectacle qui n'offre que peu de satisfaction. » Il se tourna vers moi. « Venez, Watson. Il nous reste une dernière et pénible tâche. Nous devons informer notre client que le fantôme qui le hantait a été façonné par un cœur qu'il a brisé, et nous devons décider quelle part de cette vérité un homme comme Alistair Finch pourra jamais comprendre. » Nous sortîmes de Scotland Yard dans l'air froid et pur de la nuit. Le brouillard s'était levé et les étoiles étaient visibles entre les toits. Mais la clarté du ciel nocturne n'offrait aucun réconfort. L'affaire était résolue, le mystère dévoilé, mais le coup humain pesait lourd sur nous. Nous avions capté le souffle des ombres, pour découvrir que c'était l'ultime exhalaison désespérée d'un amour devenu poison.